Salut Jean-François, Salut Seth, comment tu vas? ça va bien et toi? Ça va, ça va. Ça faisait longtemps. Bah C'est ouais, vrai hein. qu'on a du mal à se croiser en ce moment, même si on fait des events en ligne, c'est quand même compliqué de se croiser physiquement. Donc en tout cas, c'est un plaisir de t'avoir avec moi. Tu C'est connais un peu le partagé. principe. Ouais, tu connais Ouais, un peu ouais, le principe, hein, c'est le but, bien sûr, c'est de bien faire sûr. une petite interview, nous parler un peu de toi, de ton expérience, de ton expertise, surtout ton retour et on va dire, ton parcours dans le programme Microsoft MVP, qui est important parce que tu fais quand même partie, on va dire, des anciens, hein, MVP, si je peux dire. Et C'est gentil de voilà, ne pas utiliser le terme vieux. voilà, Je je te voulais dire remercie. ancien. Et du coup, tout simplement, pour l'audience, hein, je pense qu'il y a beaucoup qui te connaissent, qui nous suivent, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, pour commencer cette interview en mode tranquille, est-ce que tu peux te présenter déjà, dire un petit peu ton parcours et qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivé jusqu'à justement être directeur des opérations justement chez Bluesoft. Euh, donc moi c'est Jean-François Berenguer, hein, autrement c'est Jeff aussi. Mais comme on est plusieurs Jeff, donc on est obligé de se donner des numéros. Ouais. Alors bon, voilà. Donc il y a Jeff l'autre, et puis l'autre, mais voilà. Donc Et il y a je fais Jeff partie. 2 aussi, tout ça. Voilà, je fais Ouais. partie des 3 MVP de Jeff qui sont dans le sud-est de la France. Alors que te dire, bon, j'ai commencé dans l'informatique il y a très longtemps. Voilà, petite, pour ceux qui voudront chercher, c'était à l'époque de MS-DOS 3.2. Voilà, donc s'il y en a qui sont, qui sont Quand fans, même. Ouais. ils pourront rechercher. Alors voilà, j'ai commencé vraiment à travailler avec Microsoft. Donc chez Microsoft a fêté ses 40 ans là. On va dire que peu de temps après, j'ai commencé à travailler avec les solutions Microsoft. Et voilà, après j'ai commencé, bon, je travaillais dans différentes boîtes, je commençais par le particulier, la TPE, l'artisanat, enfin, donc accompagner toutes ces petites boîtes-là à faire de l'informatique. Et puis après, j'ai commencé à travailler avec les grandes entreprises. Je fais partie du premier gros distributeur français, Ista, à l'époque. Et c'est là que voilà, je commençais à passer mes premières certifications MS. Voilà, puis après j'ai changé, pendant un temps j'ai fait de la formation, puisque j'étais MCT, donc Certified Trainer. Donc L'un j'ai des donné. premiers en France, je crois, aussi. Non, Non. c'était au début, mais bon, il y Ouais. en avait d'autres qui étaient là avant moi. Voilà, donc là j'ai donné les formations classiques à l'époque sur Active Directory, sur Exchange, sur SMS, hein, on va dire le tout premier MECM. Voilà, et puis sur des operating systems. Voilà, après je suis revenu sur la partie plus production ingénierie. Puis j'ai commencé dans les différentes entreprises dans lesquelles j'étais à prendre plus ou moins de responsabilités. D'abord responsabilité de service line, et puis jusqu'à arriver à devenir directeur de service, puis boîte précédente, et puis la directeur des opérations. Alors directeur des opérations, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je manage toutes les équipes de production qui sont dans la BU que je pilote. Voilà, donc des profils divers et variés. Consultant, architecte, expert Microsoft. D'accord. Et finalement, Jeff, c'est intéressant dans ton parcours, c'est est-ce que la passion par Microsoft est venue comme ça naturellement, ou c'est finalement un choix de parcours qui t'est présenté par défaut? Comment ça se fait que tu as choisi les technos Microsoft pour justement aiguiller ta carrière, pour les jeunes qui nous regardent justement? Alors, à partir du moment où j'ai vraiment commencé à travailler pour les entreprises, à l'époque, le marché était détenu par Novell. Donc Oui, Novell, oui, tout à fait. En termes de serveurs de fichiers, voilà, en termes de... D'annuaire aussi. Alors, Annuaire, on parlait pas encore d'annuaire à l'époque. Ok. C'était avant, mais c'est vrai qu'ils ont été quand même assez précurseurs sur le sujet. Et Microsoft était vraiment challenger sur la partie serveur et sur cette partie-là. Et du coup, rapidement quand même, la tendance s'est inversée, et là on a commencé à faire de plus en plus de migration de Novell vers NT à l'époque. Et puis voilà, et puis c'était l'époque aussi les premières versions d'Exchange, les premières versions d'SMS dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc moi, ça m'a permis voilà, de me spécialiser, de passer les premières certifications là-dedans, et à partir du moment, voilà, donc je suis devenu MCSE, donc c'était
en gros, le plus haut niveau d'expertise qu'il y avait à l'époque chez Microsoft. Et puis après, j'ai fait que travailler dans des sociétés qui étaient partenaires. Donc du coup, je suis resté dans ce domaine-là. Finalement, ça m'a bien plu. J'ai toujours trouvé un équilibre finalement. Voilà, et puis trouver Ouais. mon bonheur là-dedans. Donc c'est comme ça que j'ai avancé, quoi. Voilà. Ok, super, c'est très bien. Et du coup, justement, tu me parles d'expertise, ça tombe bien parce qu'en fait, c'est cool. Tu me fais la transition pour la deuxième question, c'est que je t'ai connu, donc on s'est connu à peu près en 2014-2015, donc ça fait quand même longtemps qu'on se connaît. J'étais pas encore MVP à l'époque, donc tu faisais partie. D'ailleurs, tu fais toujours partie des personnes qui m'ont influencé et que je suivais, notamment sur tes travaux sur SCOM et sur la partie monitoring et aussi sécurité autour des produits Microsoft. Toi, tu as une longue histoire avec le programme MVP, ça fait très longtemps. Ça fait combien de temps déjà que tu es MVP aujourd'hui ? 15 ans. 15 ans, d'accord, Ouais. donc 15 ans. Et finalement, est-ce que tu peux nous raconter brièvement ton histoire, comment tu as pu rentrer dans le programme ? Parce qu'en général, comme tu le sais, chaque MVP a sa petite histoire, tu vois, autour de ce programme. Quelle est la tienne finalement ? Alors, j'avais entendu parler, c'était en 2007, j'avais entendu parler de ce programme-là, et je l'avais trouvé intéressant parce que les quelques personnes que j'avais croisées me disaient ouais, c'est pas mal comme programme, ça apporte plein de choses, il y a la relation et puis surtout la reconnaissance auprès de Microsoft. Et du coup, j'ai commencé à participer à des événements. Donc les premiers Tech Days, mais en tant qu'auditeur. Et là, le premier auquel j'ai participé, donc ouais, je crois que c'était en 2007, j'ai rencontré un MVP SCOM avec qui j'ai beaucoup échangé et qui m'a expliqué un petit peu comment ça se passait. Et j'ai rencontré aussi à l'époque la personne qui s'occupait de System Center chez Microsoft France, avec qui tout de suite j'ai pu échanger. Ça s'est super bien passé. Et donc du coup, ça m'a ouvert les portes. Après, du coup, j'ai pu aussi échanger avec notre MVP lead de l'époque, qui n'était pas Martine, qui était une autre personne. Je suis désolé, j'ai oublié son prénom. Et donc là, du coup, toutes ces personnes-là m'ont expliqué ce qu'il fallait que je fasse pendant un an, parce que ça prend. Pour devenir MVP, tu sais, ça prend beaucoup de temps. Voilà, ça prend minimum un an. Donc, je me suis mis sur les forums. Voilà, tous les soirs, je répondais aux questions. Je faisais pas mal de choses. C'est vrai qu'avant, il y avait les forums avant. Et oui, il y avait les forums. Ça a changé maintenant. Avec les gens qui posaient beaucoup de questions. Donc, il fallait être présent très souvent. On faisait monter le score. J'ai eu l'occasion d'écrire des articles. Il n'y avait pas les vidéos YouTube à l'époque. C'était pas aussi démocratisé que ça. Ouais. Voilà. Et puis du coup, ça m'a permis aussi de commencer à animer une ou deux sessions. Alors, j'animais déjà des sessions en tant que partenaire. J'animais les sessions pour le compte de Microsoft dans les agences Microsoft en région, quand ça existait encore. Voilà. Et puis du coup, finalement, j'ai pu monter mon dossier et voilà. Et j'étais accepté. Et c'est comme ça que j'ai démarré. Que j'ai eu mon premier diplôme d'MVP en 2008, qui a été renouvelé après tous les ans. Donc au départ, c'était vraiment sur SCOM, donc System Center Operation Manager, l'outil de supervision. L'outil de supervision. Voilà. Après, c'est devenu tout System Center. Après, c'est devenu ils ont changé, ils ont fait des ARIA après. Tu sais, tu te rappelles. Après, c'est devenu le MVP Data Center. Et puis, depuis quelques années, j'ai basculé sur Azure. Je m'en rappelle parce que je m'en rappellerai toujours, je pense qu'il y a de ça peut-être, c'était en 2016, tu nous disais, vous verrez les gars, à un moment donné, on sera tous sur Azure. Moi, je m'en rappellerai toujours. Tu me disais, les gars, le cloud, ça nous rattrape. Tu te rappelles de cette époque où tu avais des gens, le cloud, ça sert à rien, moi, je vais faire du data center. Mais je me rappelle que tu avais dit, mais mon grand, tu n'auras pas le choix. Ça, je m'en rappellerai toujours. Parce que c'est sûr que quand tu vois comme ça évolue, c'est comme là maintenant, on voit qu'il y a plein de choses qui évoluent et il y a des orientations à prendre là. Parce que voilà, si on reste enferré dans sa techno, on sait qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Ça aussi, c'est important parce que, comme je dis, voilà, ça fait quand même quelques années que je bosse dans le domaine et à chaque fois, j'ai pu évoluer. J'ai trouvé des nouvelles technos, des nouveaux domaines d'expertise vers lesquels aller, vers lesquels m'accrocher, et ce qui permet de rebondir aussi. Ok,
Et justement, tu as parlé de sessions, d'interventions, de speakers, parce que moi, on le sait que tu speaks depuis maintenant longtemps. Si je te dis Tech Days, PowerShell, qu'est-ce que ça t'évoque? Ça, j'ai envie que tu me le racontes, parce que je pense que tu avais le track quand même. Ouais, j'avais. Alors les Tech Days, pour ceux qui connaissent pas, parce que c'était un truc qui se fait plus malheureusement. C'était génial. Hein, c'était la grande messe ouais. Microsoft France, Ouais. avec des sessions qu'on animait, voilà, qu'on animait porte-maillot là-bas. Et j'ai animé mes premières sessions au Tech Days en 2009. Et donc j'en avais une sur Scom, et puis à l'époque il y avait tous les évangélistes Microsoft qui étaient là et avec qui on faisait des sessions en duo. Et il y en a un qui me dit bah tiens, si ça te dit, on fait une session sur PowerShell. Et je dis bah ok, on va y aller, on va la faire quoi. Donc j'avais préparé. Je pense que je sais même pas si ça s'appelait comme ça, mais ça devait être PowerShell 1.0. Il y avait jamais eu la première version quoi en fait. Et il y avait jamais eu la moindre session sur PowerShell en France. Voilà, donc tu vois le. et je me suis retrouvé. Alors je me suis retrouvé dans un grand amphi. À Porte-Maillot, et le gars de Microsoft avec qui je devais faire la session, il me dit écoute, moi j'ai déjà 4 sessions dans la journée, je peux pas la faire avec toi, débrouille-toi. Et il me dit ça, je sais pas, 1 heure avant la session quoi. Et donc je me suis retrouvé tout seul. Il y avait je sais pas combien de personnes, l'amphi était plein, et j'ai fait la première session sur PowerShell. Voilà, en France. Bah, ouais, bon, j'avais bien. C'est la grande classe quand même. Franchement, j'avais bien préparé mon truc à l'époque. Mine de rien, PowerShell c'était quand même plus simple que maintenant, mais parce que déjà, c'était du on-prem, hein, donc on commençait à parler PowerShell pour Exchange. C'était avec l'arrivée de la nouvelle version d'Exchange, c'est comme ça qu'on commençait à parler de PowerShell. Mais ouais, je me suis retrouvé tout seul devant un amphi plein à parler PowerShell. Voilà, c'était sympa. C'est un bon souvenir. Ouais, j'ai pas refait de session sur PowerShell depuis, parce que je me suis rendu compte qu'il y en a qui en parlaient quand même beaucoup mieux que moi. Mais c'était rigolo, très bonne expérience. Bonne expérience. Sachant que tu avais aussi, je crois de mémoire, tu avais aussi fait 2-3 sessions Ignite, hein, il me semble, à Orlando en tant que speaker aussi. Ouais, alors si ça, je m'en rappelle. C'est beaucoup plus récent par contre. Beaucoup plus récent, ça effectivement, puisque oui, j'ai eu l'opportunité d'être speaker à Ignite à Orlando. Donc là, c'est pareil. Là, c'est du lourd, hein, c'est du sacré morceau. Donc, méga super expérience. Et puis là, je me suis retrouvé devant, je sais plus, il y avait 200-300 personnes à faire la session en anglais. C'était mes premières sessions en anglais, donc voilà. Le track, tout ça. J'ai l'enregistrement, mais je refuse de le réécouter tellement c'était. Mais non, voilà. Après, c'est des opportunités. C'est que c'est ça aussi, ça se provoque. Il y a qu'il faut oser. Il faut oser. Faut pas se dire voilà, il faut oser, parce que quand on se rend compte qu'il y en a d'autres qui les font, qui sont pas. Tu te dis pas pourquoi pas nous quoi. Finalement. Voilà, qui sont pas forcément. Voilà, c'est pas forcément la langue d'origine. On se rend compte que tout le monde s'en sort, et puis bon, ça reste de l'anglais technique, et puis après, quand les démos elles tournent bien, ça avance. Ça va. Mais effectivement, ouais, je me suis retrouvé à faire 2 sessions à Orlando. Ouais, c'était quelque chose d'assez impressionnant. Une très très bonne expérience. Ouais. Mais je pense que quand on se lance, après c'est comme tu dis, comme c'est quand même de l'anglais technique, puis après quand tu fais de la démo, c'est toujours un peu plus, on va dire, facile à amener tout ça. Et d'ailleurs, moi j'ai un peu le même sentiment que toi, c'est que maintenant que je me suis lancé à faire des sessions en anglais, tu vois, en Allemagne ou Cloud Identity Summit, etc., je trouve qu'une fois que tu es lancé, en fait, c'est vrai qu'il y a un peu l'impréhension, la peur, mais une fois que tu t'es lancé, c'est un peu plus, tu vois, ça devient un peu plus naturel après, tu vois, avec de l'entraînement, bien sûr. C'est des super expériences. J'en ai refait une, c'était à Stuttgart, je crois, pour le European Cloud Summit. Voilà, et puis maintenant, après, de toute façon, aujourd'hui, on est dans des environnements de plus en plus internationaux, donc ça fait partie. Voilà, on a pas mal d'échanges. Bien que dans le langage de tous les jours, je préfère quand même nettement utiliser les termes français que les termes anglais. Donc, si, voilà, de préférence, voilà. Je vais, par exemple, plutôt utiliser des environnements locaux plutôt que du on-premises.
Ouais, imprévu, c'est vrai que Voilà. c'est ouais, Donc, non, si je peux ouais, utiliser quand même la langue française, c'est ouais. mieux. Même si l'anglais est un peu ancré dans notre langage quotidien au niveau C'est clair, informatique, c'est vrai que c'est c'est clair. pas évident. Et justement, tout à l'heure, tu as parlé d'opportunités, tu as parlé de trend, on suit un trend chez Microsoft. Là, actuellement, comme tu peux le voir, le trend, c'est l'intelligence artificielle avec plein de produits. On a plein de copilotes de partout. Copilote, on a la partie Bing, on a la partie copilote M365, la partie sécurité copilote, et on a aussi le copilote For Azure, qui est Hmm. sorti il n'y a pas longtemps aussi, il est en Ouais, ouais. preview. Du coup, toi, avec ton expérience, tu as quand même vécu plusieurs, j'allais dire plusieurs vies, oui, plusieurs vies informatiques quelque part, hein, en fait, plusieurs, on va dire plusieurs passages. Ouais. C'est quoi un peu ton ressenti? Est-ce que pour un jeune aujourd'hui qui nous écoute, il se dit, bah tiens, c'est à fond, c'est là que je dois y aller. Ou finalement, mollo mollo, parce qu'il y a quand même encore de l'Azure, il y a quand même d'autres technos qu'il faudra quand même, tu vois, connaître avant, tu vois, comme Alors, architecte cloud ou autre, tu vois. ouais, il faut déjà se mettre d'accord sur ce qu'on entend par intelligence artificielle. Ouais, Quand on parle de copilot, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Copilot, c'est un assistant. Copilot, voilà. C'est un assistant. Et on va parler de ce qu'on appelle l'IA générative. Donc, c'est vraiment un outil qui va faciliter la vie. Faciliter la vie des utilisateurs, utilisatrices, faciliter la vie des admins, faciliter la vie des SecOps, hein, parce que si on prend la partie Copilot, Security Copilot, ça va vraiment simplifier tout ce qui est analyse, détection, ça va simplifier la vie des développeurs, parce que Copilot dans GitHub, ça va permettre voilà, C'est génial ça. de commenter le code, de trouver des bugs, de proposer des corrections de bugs, des améliorations. Et du coup, les devs, ils vont pouvoir se concentrer sur vraiment leur métier de conception. J'ai assisté à un meeting super intéressant avec une personne de Corp sur le sujet. Et dans la salle, il y avait des développeurs qui posaient la question, qui disaient ouais, mais là, du coup, on va perdre notre job. Mais qui disaient ben non, vous n'allez pas le perdre. Vous allez juste le rendre plus intéressant. Parce Ouais. que on peut poser la question à n'importe quel développeur. Ils ont horreur de commenter leur code. Et pour eux, c'est une perte de temps. C'est voilà. Donc, s'il y a un outil qui fait à leur place, tant mieux. C'est tant mieux, ouais. Et voilà. Et eux, ils vont plutôt se concentrer sur comment optimiser le code, comment travailler là-dessus. Donc, c'est vraiment un outil qui est fait pour voilà, pour simplifier la vie. Mais ça, c'est la partie copilot. À côté de ça, dans les solutions Microsoft, on a des vraies solutions d'IA. Dans lequel on va pouvoir faire du machine learning, on va pouvoir travailler sur les cognitive services, donc la reconnaissance, travaux sur les images, travaux sur les émotions dans une vidéo. Hein. Par exemple, voilà, on va pouvoir donner à manger la vidéo qu'on est en train d'enregistrer là, et ça va être capable de dire bon, ben, à tel moment ils étaient heureux, à tel moment voilà, Un peu c'était plutôt frustré, calme, voilà. ouais. Et ça, voilà, et ça donc basé sur des services Azure, là il peut y avoir vraiment beaucoup de boulot. Voilà. Moi, si je fais la différence entre Copilot, qui est l'assistant, et l'IA générative, avec la partie qu'on pourrait considérer comme étant quand même un peu plus de l'IA, qu'on va retrouver entre autres dans les services Azure, ou que l'on va retrouver aussi dans ce qui s'appelait avant Power Virtual Agent, qui maintenant s'appelle Copilot pour, je sais plus, il y a un nouveau nom. Power Platform, c'est pas AI Studio, je sais plus quoi. Si, Copilot ouais, Studio, je crois. ouais, voilà, c'est ça. voilà. Ouais. Donc qu'on va retrouver là-dedans, où là on va avoir un bot, et puis il y a du vrai boulot. Parce que c'est ça aussi qui est important, c'est qu'il y a la techno, c'est sympa, mais nous, finalement, ce qui nous intéresse aussi, c'est de faire des choses. Bien sûr. Ouais. Dans un copilot pour 365, nous, en tant qu'experts, prestataires de services, notre rôle, il va se limiter à quoi? L'accompagnement peut-être? Voilà, l'accompagnement sur le prompt. Et puis toute la partie gouvernance. Toute la partie gouvernance des données, parce que là, du coup, il y a un gros, il y a un gros sujet, de protection de la donnée. Mais les choses intéressantes aujourd'hui, elles vont être vraiment dans les créer son propre copilot, voilà, voilà, développer. On a une application qui arrive du commerce, ou une application maison, faire son propre copilot sur cette application. C'est là qu'on va avoir du vrai métier. Alors effectivement, c'est un sujet sur lequel il faut se pencher quand même, je pense. On peut se pencher, parce qu'il y a plein de choses à faire, mais c'est pas le seul. C'est pas le seul. Hein. Aujourd'hui, tu es bien placé pour en parler aussi. La sécurité, c'est quelqu'un qui se met, voilà, si on va c'est avoir incroyable, quoi.
c'est un vrai sujet, c'est Mm. un porteur de boulot dans tous les domaines, que ce soit chez les prestataires, chez les clients, dans Mm. la défense, hein, voilà, quand on prend toute la partie cyberdéfense, il y a énormément de choses à faire, dans ce domaine-là. Donc là, il y a des très 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 grosses opportunités aussi. Ouais, non, mais ça, c'est très bien ton retour. Donc, ça aussi, pour les gens qui nous écoutent, hein, il ne faut pas se limiter, hein, c'est le domaine. Moi, je pense qu'il y a plein de perspectives, hein, dans les technologies. Et comme tu le dis, il y a ce train d'AI, bon, qui est quand même assez nouveau. Donc, on va un peu le laisser aussi mûrir, hein. Ça reste quand même les Ah prémices, hein, oui, tu oui, vois. On est d'accord, oui, hein. oui, oui, C'est oui, pas oui. Puis encore quelque chose de posé, on va dire, tu vois. voilà, alors on Mm. commence quand même à avoir pas mal de cas d'usage et surtout, Mm. surtout sur la partie application, effectivement, faire appel à de l'IA, voilà, pour de la Oui, prédiction, via voilà, des API, tout ça. Ouais. nous on a pas mal de sujets sur le feu là-dessus avec des clients qui nous disent, ben voilà, on a 15 ans de données dans l'entreprise, maintenant on aimerait en tirer profit pour faire pour faire de la prédiction, pour faire de la modélisation de notre modèle, enfin de notre marché, ainsi de suite. Donc voilà. Et c'est là qu'on va faire appel Mm. toute la partie IA que l'on va retrouver dans Azure, entre autres. Donc d'ailleurs, ça c'est intéressant, séance un petit peu marketing. Donc Bluesoft, chez vous, vous avez un département AI. Comment vous êtes organisé? Comment vous avez absorbé finalement cette nouvelle tendance? Est-ce que vous êtes organisé, tiens, on va mettre une équipe focus là-dedans, ou vous faites un peu au fil de l'eau en fonction des demandes? Ou il y a une vraie Alors, stratégie derrière, tu vois? il y a plusieurs questions, il y a plusieurs Ouais. réponses. Oui. Est-ce qu'il y a une vraie stratégie? Oui. Oui, Mmh. parce que voilà, donc de toute façon, ça fait Mmh. voilà, on est un gros partenaire Microsoft, donc forcément on est dans la mouvance et ça fait partie de notre stratégie. Euh, Est-ce qu'on a une équipe dédiée à ça? Non. Pourquoi? Parce que c'est quand même très transverse. Tu l'as cité tout à l'heure, Oui. si on prend la gamme des copilotes, j'ai arrêté de compter, hein, mais je crois qu'on est Mmh. à 10-12 copilotes différents. C'est Ça ça, touche du c'est. 365, ça touche de la Sécu, ça touche Azure, ça touche Power Platform, ça touche la Security, enfin, je veux dire, ça touche tout le monde. Voilà. Mmh. Donc du coup, c'est très 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 transverse. Ça touche l'accompagnement changement, hein, sur lequel on a une vraie activité nous aussi. Donc Ouais, le du change, coup, ouais. voilà. Donc du coup, Mmh. on n'a pas d'entité dédiée là-dessus. Par contre, comment on l'aborde? Alors nous, donc c'est Bluesoft Empower, hein, donc anciennement Cogelis, on est la BU Microsoft du groupe Bluesoft. D'accord. Ok. Et dans ce groupe-là, il y a d'autres BU, dont une qui s'appelle Digital Factory, qui elle est plutôt côté application, côté dev. Donc là, on travaille maintenant la main sur ces sujets-là. Parce que eux, ils apportent toute la partie intelligence sur les applications. Donc voilà. Donc on travaille de manière transverse au sein du Mmh. groupe et on commence à se fédérer pour pouvoir attaquer ensemble et traiter ensemble ces sujets-là. Et puis toi qui as une bonne appétence sur la gestion de la donnée, la classification de la donnée, la gouvernance de la donnée, je pense qu'il y aura un sujet très important autour de la donnée et de sa gouvernance quand on va la donner, tu sais, quand on va l'injecter dans ces systèmes intelligence artificielle finalement. Alors, ouais, ça c'est Mm. typiquement Copilot pour 365, ça Voilà, va par être, exemple. il faut, et là, ceux qui nous écoutent, faites très très attention si vous pensez Mm. commencer à déployer cette solution-là. Pourquoi? Parce que le système, il va aller indexer toutes les données qu'il va trouver. Et donc, et on a déjà eu le cas, hein, si les données ne sont pas protégées, elles vont remonter. Et Mm. ça veut dire que n'importe qui va poser une question et pour avoir une réponse via des Ben données voilà, ouais. qui seraient censées être protégées. Et si elles ne le sont pas, forcément, il va y avoir fuite d'informations. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que sur cette partie Copilot 365, qui est vraiment celle qui va toucher le plus les utilisateurs, les autres, ça va être quand même assez du back-office. La partie security, la partie Azure, c'est quand même Mm. réservé aux experts, aux admins. Mais Au celle qui va toucher back-end, vraiment ouais. Mm. celle qui va vraiment toucher les utilisateurs, c'est la partie 365. Donc si vous souhaitez la déployer, voilà, il y a deux choses qui sont à faire. Un accompagnement changement sur le prompt, c'est-à-dire que le prompt, hein, c'est le langage qu'on va utiliser pour communiquer avec Copilot. Mhm. C'est un petit peu comme quand on fait des recherches dans Google. Si on met 10 personnes dans une salle, on leur demande de faire une recherche sur une thématique précise dans Google, on va s'apercevoir que les 10, elles n'utilisent pas Mm. du tout la même Tout phrase à pour fait. faire la recherche. Mm. Et il y en a qui vont trouver beaucoup plus rapidement que d'autres.
Tout simplement pourquoi? C'est parce qu'ils ont l'habitude d'utiliser la bonne syntaxe pour communiquer. Ouais, Copilot, c'est pareil, hein. Donc cette partie prompt, il va falloir la travailler, et puis il y a tout un tas d'astuces voilà, qui vont permettre d'obtenir plus ou moins de réponses. Et puis par exemple, il y a un paramètre qui va permettre de définir si on laisse de la liberté à Copilot ou pas pour la restitution de l'information. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième partie, c'est la gouvernance des données, effectivement. C'est-à-dire qu'avant de mettre ça en place, il faut s'assurer que les données soient aux bons endroits, qu'elles soient protégées correctement, de manière à ce que ça... Classifié correctement, tout Voilà, ça, tout tout ça. à fait, Voilà, tout à ouais. fait. Donc toute la partie, et entre autres, on va s'appuyer sur PureView pour ça, Mhm. pour moi, c'est indissociable du déploiement de cette solution-là. Ouais, c'est intéressant comme retour parce que j'ai eu pas mal de clients qui m'ont posé la question. Ils savent, bon, comme tu le sais, l'accès à Copilot aujourd'hui, il est assez réservé à une certaine population, surtout quand le portefeuille, hein, parce que c'est quand même assez cher pour l'instant. Ouais. Je sais pas si tu as eu le temps de le tester toi, moi j'ai eu le temps de le tester un petit peu, et c'est vrai que dès que tu donnes de la donnée, bah, ça indexe très 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 rapidement. Et Ouais, derrière, en fait, un utilisateur, il peut avoir n'importe quoi comme données. Si, comme tu l'as dit, si les données ne sont pas bien protégées, classifiées, voire même chiffrées pour certaines données sensibles, ça peut quand même être compliqué derrière en termes de sécurité, en fait, finalement. bah, tout à fait, parce que ça Mm. rejoint cette partie PureView, hein, Mm. sur laquelle on va pouvoir mettre en place de la protection au niveau des documents eux-mêmes, alors Mhm. qu'aujourd'hui, quand même, beaucoup de données sont protégées par les conteneurs. Donc, Oui. c'est-à-dire, en gros, elles sont protégées par les chemins d'accès. Donc, si j'ai pas le chemin et connaissance de l'endroit où se trouve la donnée, je peux pas y accéder, donc j'ai pas la donnée. Par contre, si par un moyen X ou Y, je la récupère, j'en fais ce que je veux. Mm. Voilà. Et c'est là que du coup le système atteint sa limite de protection, et c'est là que maintenant il faut renforcer en mettant la protection sur le document, quel que soit Ouais. l'endroit où il se trouve et quel que soit le chemin qu'il va utiliser. Donc c'est là que PureView va amener plein de choses. Et d'où notamment justement le fait que ça soit dans les métadonnées du document qui nous permettrait de faire Tout à fait. cette histoire on va dire, de encryption ou protection at rest et in transit. Donc ça, c'est intéressant, notamment nos copilotes. Justement, tu nous parlais, donc là, tu nous as parlé de copilote, d'intelligence artificielle. Mais comme moi je sais, et toi tu viens du monde Scrum, c'était vraiment ton expertise, et je pense que ça l'est encore aujourd'hui. Finalement, aujourd'hui, Plus moi trop. Scrum, je suis nul en Scrum. J'ai jamais aimé ce produit. Mais aujourd'hui, finalement, est-ce que tu peux dire à nos auditeurs un petit peu la stratégie de Microsoft vis-à-vis de ce Scrum? On parle un peu d'Azure Analytics, on parle de Sentinel, les clients me parlent aussi souvent de OMS. En fait, est-ce que tu pourrais nous refaire un peu en mode high level le positionnement de Microsoft là-dessus et les offres finalement qui sont sur le marché viables pour qu'on puisse faire du monitoring en mode proactif, etc. Alors, je Azure vais ou pas. on-prem, hein, les deux. Hein. Ouais, je vais pas Mm. pouvoir te parler stratégie, parce que pour tout te dire, ça fait quand même quelques temps que j'ai arrêté de travailler sur ces solutions de monitoring Mhm. et de supervision. J'ai eu la chance, le bonheur ou le malheur, j'en sais rien, de faire des méga projets sur Scrum, hein, Scrum, parce que ouais, ouais, je sais. le dernier, c'était pour une infra de malade. J'avais 40 000 serveurs à superviser à travers la planète. C'était un truc de Mm. fou. Projet qui a abouti, hein. Voilà, j'en ai eu un autre, il fallait faire des cartographies dans tous les sens. Bon, voilà. Et franchement, c'était un méga produit. Je me suis éclaté avec et j'ai adoré Ouais. ce produit. Et Ah, le seul regret tout que le j'ai eu, c'est contraire de qu'il moi. non, mais c'est qu'après, il y a eu changement de paradigme et de stratégie Oui, chez Microsoft. Et puis bon, une infra très très lourde quand même, parce que ouais. il fallait déployer un gros paquet de serveurs, des bases de données dans tous les sens. Enfin, bon, voilà. Non, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que de toute façon, le meilleur moyen encore. Alors, il y a deux choses. Il y a le monitoring temps réel. Mhm. Et puis, il y a le monitoring qui permet une certaine latence, mais qui va nous permettre de donner une météo des services, Ouais. de regrouper les différents indicateurs en chaîne de services. On va parler, par exemple, voilà, la qualité du service informatique pour les gens de la comptabilité, par exemple. Voilà, et on va être capable de donner des météos par rapport à ça, des capacities, des tendances et ce genre de choses-là. Le temps réel, c'est très compliqué à faire, parce que ça nécessite une analyse en permanence. Et puis, donc bien souvent aujourd'hui, le temps réel est quand même réservé au réseau. Et on se rend compte qu'après le reste, bon, voilà, si on est au quart d'heure ou à la demi-heure, c'est pas trop gênant. De toute façon, et ça c'est par expérience, on aura beau mettre en place toutes les solutions de supervision que l'on souhaite, avec des dashboards de malades, des feux rouges, verts, jaunes, tout ce qu'on veut, l'alerte, elle arrivera toujours par l'utilisateur qui téléphone.
On Ouais, non, n'arrivera jamais ouais. à faire plus rapide qu'un utilisateur qu'Apple. Ça, voilà. De Il ton faut le savoir. expérience, en tout cas, ça Ah c'est ouais, 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 non, non, mais ouais. ça, de toute façon, ouais. C'est bien ce que tu dis. Enfin, c'est C'est, intéressant ce que tu dis, hein. voilà. Donc ça. Alors, les solutions aujourd'hui, quand on voit un petit peu ce qui se passe, Mm. il y a de plus en plus de signaux à analyser. D'accord, les applications sont de plus en plus complexes. Donc à l'époque où il suffisait juste de faire un petit ping pour savoir si ça marchait, maintenant c'est plus le cas. D'ailleurs, le ping est interdit sur la plupart des systèmes. Mm. Mais donc les signaux analysés sont beaucoup plus complexes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va récupérer le maximum de logs et ces logs on va les mettre dans des puits de logs. Voilà. Et une fois que ça tombe dans un puits de log, après on va avoir des outils qui vont manipuler ce puits de log pour en extraire des données de performance, des données de disponibilité. Voilà. Donc là-dessus, aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, on a une solution puits de log qui est dans Azure et sur lequel on va plugger un certain nombre d'outils. Donc tu as parlé de Insight tout à l'heure, on va parler d'Azure Monitor, on va parler de Sentinel, qui sont chacun des applications qui vont venir interroger le ou les puits de log pour interpréter les données et les restituer sous forme de tableau de bord ou d'alerte. Voilà. Ça, mais disons que pour ça, après, on a toujours le choix entre mettre cette plateforme puits de log et application qui analyse le puits de log, la mettre en local ou la mettre dans le cloud. Donc ça, voilà, ça c'est lié après à des stratégies des organisations. D'entreprise, c'est ça. Voilà, il y en a qui souhaitent pas que ce genre de choses-là aillent dans le cloud, donc ils déploient tout en local. À ce moment-là, il va falloir utiliser des environnements locaux pour faire ça. Côté Microsoft, clairement, la solution elle est dans le cloud. Ah oui, là c'est clair que, en tout cas, tous les développements et les improvements sont plutôt côté Azure que côté on-prem. Hein. On est bien d'accord. Hein. Je pense que il y a toujours une version de SCOM qui existe et qui est supportée, mais franchement, voilà, ça fait des années que j'ai arrêté. Je sais plus laquelle c'est. que j'ai arrêté. Mais je sais, mais non, mais pourquoi je sais ça? Parce que je fais encore partie de certaines listes de diffusion, en tant qu'MVP. Et puis il y a toujours il y a des questions qui reviennent. Sous SCOM, comment je pourrais superviser, ainsi de suite. Donc il y a toujours ça. Voilà. Donc marrant. Ça existe toujours. Mais aujourd'hui, il vaut mieux utiliser des solutions. Alors, les solutions cloud marchent très bien en mode hybride. Typiquement, on va déployer, on va utiliser Azure Arc, on va déployer les agents Arc sur les systèmes en local. Et remonter les logs sur Azure. Et ensuite, on va utiliser Azure Monitor, et via Azure Arc, qui est un super outil pour la supervision d'environnements hétérogènes hybrides. Voilà, ça c'est plutôt la tendance aujourd'hui. Et je dirais même multi-cloud. Donc tu imagines que si tu as un client qui est sur Amazon ou sur GCP, qu'il a des VM Windows qui souhaiterait monitorer sur Azure, donc j'imagine qu'on pourrait faire la même chose. Hein. Et puis, suivant les régions aussi, on peut même utiliser Azure Arc pour monitorer les environnements VMware locaux. Voilà. Donc ça, voilà. Aujourd'hui, c'est plutôt s'il y a quelqu'un qui veut travailler sur les solutions Microsoft dans ce domaine-là, il faut s'orienter vers ça. C'est plutôt côté Azure, on va dire. Tout à fait. Merci Jean-François, ça c'est un retour important. Donc voilà, comme je vous le disais, et puis j'en parle souvent dans mon webinaire, hein, le cloud, ça reste quand même une technologie. Alors c'est le présent, mais c'est aussi l'avenir. Donc surtout pour la partie du monitoring. Donc moi je voulais vraiment en parler à Jean-François parce que je le connais depuis très longtemps et je sais que lui c'était l'expert SCOM à l'époque. Et c'est bien d'avoir son avis et surtout d'avoir le fait que le trend aussi reste encore sur Azure. Donc ceux qui veulent monitorer des choses de manière un peu intelligente et d'avoir un peu des puits de log intelligents et surtout comme tu l'as dit l'intégration avec Sentinel pour faire déclencher des playbooks, des dashboards, etc. Je pense qu'avec la partie Azure, ça peut être intéressant. Là, donc, on va sortir un peu du monde, on va dire, travail, travail, techno, expérience. Comme tu le sais, il y a eu les Ignite il n'y a pas longtemps. Donc, c'était en novembre. On n'a pas pu y participer parce que je n'ai pas pu y aller non plus. Je crois que tu n'y es pas allé. Hein. Cette année, je crois. Je n'ai pas pu y aller malheureusement. Est-ce que tu peux nous raconter un peu parce que je sais que toi, tu as fait plein d'events et tu as même fait des events qui n'existent plus. Genre, tu me parlais des trucs comme à Las Vegas, etc. Ça, j'aurais bien voulu connaître quand même. Mais je pense que j'ai pas eu de chance. Est-ce que tu peux nous raconter un peu quelques anecdotes folles que tu as pu avoir avec
des collègues, des expériences ou des events qui t'ont vraiment marqué sur ce type de techno avec Microsoft? Ouais, c'est vrai que il y a quelques années, il existait un événement qui s'appelait le Microsoft Management Summit. Ouais. C'était un événement d'une semaine aux Ah oui, quand US. même, une semaine. Ouais. Une semaine. Ah oui, non, à l'époque, les événements, Ça blaguait pas là. c'était 4-5 Ouais. jours et avec des sessions, vraiment des sessions level 300, level 400 sans problème. Et là, c'était dédié à System Center. Je sais pas si t'imagines. Ah ouais, Mais donc une semaine System Center, quoi. que System Center, la partie serveur, la partie endpoint. C'était animé par une association qui était aux US. Qui existe encore, qui fait toujours le MMS, ça s'appelait le MMS, qui fait toujours, mais maintenant c'est quand même beaucoup plus restreint. Mais à l'époque c'était l'événement mondial, et évidemment énormément bien sponsorisé par Microsoft, mais aussi par tous les constructeurs. Voilà, il y avait des milliers et des milliers de personnes qui venaient là, c'était énorme, et j'ai eu la chance de pouvoir y participer 2 fois. Voilà, les 2 fois c'était à Las Vegas, dans un des grands hôtels qui était organisé là-bas. Oui, c'était semaine super intéressante. Pourquoi? Parce que bon, déjà les sessions en elles-mêmes, c'est parce que finalement on y va quand même pour ça, hein. On a les sessions et puis après, voilà, après tu te retrouves. Il y a la côté aussi. Ouais. Tu te retrouves pendant une semaine. Ouais, c'était très très sympa. Enfin, bon, pour moi, ça avait été une découverte de cette ville-là qui est voilà, un immense parc de jeux pour adultes. Voilà, avec des sessions intéressantes. Alors après, non, je sais pas, des anecdotes là-dessus, pas plus que ça. Si c'est vrai, parce que du coup, en tant que partenaire, on connaissait beaucoup de monde, et à un moment donné, je me suis retrouvé en soirée en carré VIP sur le rooftop du César Palace. Voilà, c'est le truc, tu te dis, bon, c'est sympa, voilà. Quoi, même. Là, je me fais mon kiff pendant 30 secondes, je me la pète un peu, et puis voilà, après tu redescends sur terre, mais tu te dis, ouais, finalement, pour avoir démarré tout petit dans le truc, tu te retrouves là, c'est cool, c'est rigolo. Voilà. Non, c'était des super événements, un peu comme voilà, comme Ignite aussi, avant. On a fait pas mal d'Ignite ensemble. Oui, pas mal, hein. Ouais, j'ai quelques. Tu t'en souviens à Orlando? J'ai quelques photos, quelques dossiers avec toi. Quelques dossiers. Mais voilà, où il y avait des vraies sessions, quoi. Je veux dire, quand tu as l'occasion de pouvoir discuter, mais vraiment discuter, échanger avec produits, quoi. Oui, et puis même avec Scott Guthrie, avec Mark Sinovic, tu vois, la discussion qu'on a là, voilà, c'est des échanges que tu peux avoir avec ces personnes-là. Alors pareil, parce que à un moment donné, tu te retrouves au bon moment, au bon endroit, et avec les bonnes personnes. Et puis voilà, et tu passes 1 heure à discuter et à blaguer avec. Moi, j'ai souvenir de discussions avec Scott Guthrie qui sont phénoménales, quoi. Et c'est pour moi, c'est quelqu'un de fantastique que je voilà. Et à l'arrivée, ce sont des gens sympas et humbles. Incroyable. C'est quelque chose, ouais. Voilà, puis voilà, pouvoir discuter avec ces. Donc ça c'est pareil, c'est à un moment donné, voilà, il faut oser, il faut pas hésiter, il faut y aller, et puis voilà, c'est des gens qui sont tout à fait abordables, et passionnés. Alors ça c'est vraiment le truc que je retire de ces gens-là. Ce sont des gens qui sont passionnés et qui savent transmettre leur passion. Puis on a fait quand même pas mal aussi de MVP Summit ensemble, hein. D'ailleurs, le premier que j'ai fait, c'était, je sais pas, parce que j'habitais encore à Aix-en-Provence à Marseille, on l'avait fait ensemble. Toi, moi, Rémi et Nicolas. Nicolas Bonnet. Et un conseil à tout le monde, ne conduisez pas avec Nicolas en voiture. Parce qu'on avait le vieux couple devant, moi et lui. Mais je t'ai dit c'était à gauche, c'est à droite. Mais non, je t'ai dit que c'était à gauche. C'était quand même fun, hein. On a passé une belle semaine aussi là. Sacré Nicolas. Alors, Seattle, c'est vrai que moi, j'ai eu l'occasion d'y aller maintenant, un bon nombre de fois. C'est une ville que j'adore.
Franchement, voilà. Je l'ai visité en long, en large, en travers, en dessus, en dessous, enfin bref. Ouais, parce que je crois que tu avais fait le nord, toi, à un moment, tu étais resté, tu es parti au nord avec les Après, orques. après, Ouais, après, je suis parti t'avais dans vu les les îles, orques et tout. dans les îles au nord, Hum, à Orca Island et compagnie. Oui, bon, voilà, l'endroit est magnifique. hum, C'est pas du tout la vision qu'on peut imaginer de l'Amérique profonde et haute. C'est vraiment, enfin, ils sont très, très, voilà, c'est quand même une mentalité très, très intéressante. ouais. Ouais, il y a plein de choses sympas, il y a plein d'endroits nickel là-bas. Ouais, alors là, ouais, effectivement, là sur le MVP Summit, il y a là, j'ai pas mal, ouais, Pas mal de choses, quoi. Ouais. pas mal de choses, pas mal de choses. Ouais. Alors c'est pareil, ça fait un peu ancien combattant, mais Hum. je me rappelle avoir fait 2 jours de formation en développement de management de pack sur SCOM Ah ouais, en alors 2 là, jours, par contre, ça doit être du en, lourd, là. Ça doit être du lourd, là. en 2 jours, Hum, alors que la formation normale, elle était en 5 jours, et la formation dispensée par le chef produit dev Ouais. management de pack, quoi. T'es à la Donc, source et puis tu bois, quoi, en fait. ah, Là, c'est ouais, Ouais. voilà, et puis tu finis le soir t'es rincé, quoi. C'est voilà. Hum. Non, non, voilà. Et puis bon, c'est vrai qu'on a vécu quelques moments sympas. Ouais, c'était bien sympa. Donc, du coup, les amis, comme vous le savez, là, il y a le MVP Summit qui arrive en mars. Toi, tu y seras pas, je crois, Jeff, hein, tu peux Non, pas y non, aller, j'y sais pas. malheureusement. Ouais. Voilà, je peux pas y aller. Il faut que je fasse quelques choix Mhm. sur les événements dans lesquels je peux aller. J'ai pas, je l'ai fait beaucoup de fois. Franchement, je l'ai fait Oui. beaucoup de fois. Donc, je me dis bon, voilà, j'ai d'autres événements qui aujourd'hui pourraient pour moi être plus intéressants. Mhm. Mais voilà, ouais, il faut que je fasse des choix. Mhm. Et puis De, voilà, de- voilà, je l'ai ouais. fait plein de fois. Donc, je me dis bon. Et puis, de toute façon, c'est quand même hybride, donc on pourra quand même suivre les sessions en ligne sans Oui, 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 problème. tout à Donc, fait, tout voilà. à fait. Ça Voilà, aussi, c'est bien. Ouais. on suit les sessions en ligne. Mhm. Elles sont adaptées à nos horaires. On peut avoir les Mhm. rediffs, on peut avoir tout ça. Non, mais il y a plein d'événements. Il y a Ignite qui est passé. Il Oui. y a Airlift aussi qui est un Mhm. super événement D'ailleurs, en avec des parlant sessions d'Airlift, super intéressantes. Ouais. j'allais t'en parler. Moi, je trouve que Airlift, cette année, ça a été quand même d'un niveau exceptionnel, hein. Moi, j'ai eu des Alors, sessions de malades. ça fait plusieurs années Franchement, que je ouais, le suis, et franchement, les sessions, c'est du level 300-400. c'est C'est vraiment ouais. des super sessions. C'est pas sur des nouveautés, parce que c'est pas le Hmm. but d'Airlift. C'est Mais par du contre, voilà, c'est du deep dive, quoi. Vraiment du deep dive. c'est vraiment du Ouais. deep dive. Et c'est vraiment, voilà, pour ceux Hmm. qui ont la chance de pouvoir y participer, parce que c'est quand même réservé à un public, hein. Hmm. Il faut être partenaire, ou il faut être MVP ou RD. Hmm. Donc tout le monde, c'est pas ouvert au grand public. Mais pour ceux qui peuvent y participer, franchement, il y a du lourd en termes de sessions. Hmm. On peut récupérer tout après, parce que c'est pareil, on peut récupérer Les les sessions, presses, on peut récupérer les vidéos et tout les ça. records, ouais, c'est ça. On Hmm. apprend beaucoup là-dessus. Top. Et pour finir, Jeff, là, je vois un bon fond d'écran là derrière toi. Ça, c'est chez toi. Tu peux parce que quand tu t'es présenté, tu nous as pas dit, par contre, d'où tu venais. Les gens ils te connaissent, mais ceux qui te connaissent pas, tu habites où? Quelle est ta belle région? Et je crois que tu fais un peu de rando aussi, non? Un Ouais, peu ouais, beaucoup même. un peu beaucoup. Ouais. Ouais, donc moi j'habite dans le Luberon. Donc le Luberon, c'est globalement, Magnifique région. c'est entre, allez, on va dire entre Cavaillon et Salon de Provence, ou entre Cavaillon et Aix-en-Provence. Oui, forcément, c'est une magnifique région. Et ça, ce qui est derrière moi, c'est de l'autre côté de l'autoroute, c'est les Alpilles, ce sont les Baux-de-Provence. Voilà, donc les Provence. Baux-de-Provence aussi, voilà. Mm. Donc en gros, on a la chaîne de montagne du Luberon, et qui est prolongée après par la chaîne des Alpilles. Oui, j'ai la chance d'habiter là et d'avoir un terrain de jeu magnifique, puisque je pars en rando depuis chez moi. Ah, ça Voilà. c'est top quand même, hein. Et c'est Et le vrai soleil, que tu as surtout. Ouais. Et c'est Mm. vrai que ouais, je fais beaucoup de treks, et des treks assez longs, hein, puisque voilà, tous les ans, je fais un ou deux treks d'à peu près 300 bornes. Ah oui, quand même, ouais. Ouais, C'est voilà, je pars en assez autonomie, sport. Ouais. avec mon sac à dos, et puis ma tente et mon sac de couchage. Et c'est voilà, déconnecté complet, hein. Le téléphone, Ouais. il me sert juste pour la navigation, il me sert à rien Pour d'autre. la navigation, Euh, ouais. voilà. Ah, c'est cool. Ça fait un bien fou. Puis quand on marche, enfin là, ouais, moi j'adore ça. Enfin, Mm. juste pour en parler 30 secondes, parce que le seul objectif que tu as le matin, c'est d'arriver à ce que tu as prévu, à l'endroit où tu as prévu le soir, et d'y arriver en bonne santé,
et avec le ravitaillement en eau et nourriture suffisant pour le soir et le lendemain. Et Donc, effectivement, ça résume bien la vie. c'est ta seule préoccupation de toute la journée. Et on parlait de monitoring tout à l'heure, et du coup, toute la journée, tu monitoring en permanence ton corps. Tu analyses tous les signaux de ton corps pour savoir si ça va aller, si ça va pas aller, parce que quand tu es engagé, quoi. Donc, alors, il y a toujours des moyens tu traverses des villages et tout, donc au cas de problème, tu pourras toujours sortir, mais ouais, là c'est du monitoring temps réel des moindres signaux, quoi. Mais ta seule préoccupation, c'est de partir d'un point A pour arriver à un point B. Voilà, avec. Je trouve que le parallèle est intéressant, justement. Et c'est bien que tu partages ça à nos auditeurs. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui aiment faire de la rando. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Moi, j'aime beaucoup la rando aussi. Alors, je fais quand même beaucoup moins que toi, hein, et surtout pas des distances aussi folles que toi, mais c'est vrai que c'est quelque chose ça permet aussi d'un peu de s'évader, parce qu'on est toujours devant le PC, devant l'ordi. Enfin, tu vois un peu c'est un milieu quand même qui est assez fermé, hein, l'informatique. Donc je pense que c'est bien aussi de sortir un peu et de voir un peu autre chose finalement que de son écran et son porte à l'azur, quoi. Tu vois. Et puis ça te permet de te recentrer, comme je dis, là, tu fais un pas après l'autre. Mais tu te rends compte qu'en faisant un pas après l'autre, tu fais des kilomètres et des kilomètres et des centaines de kilomètres, et puis à un moment donné, tu arrives à destination. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le voyage, hein. C'est partir d'un point A pour arriver à un point B. Je cherche pas la performance. C'est vraiment le voyage, c'est l'aventure, quoi. Si je le fais en 12 jours, je le fais en 12 jours. Si je le fais en 15, je le fais en 15. Si je suis crevé, je m'arrête. J'ai pas de souci. Je cherche pas à faire des cols à 4000 mètres. Ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le voyage en lui-même, quoi. C'est le voyage en lui-même, mais l'expérience voyage. Ouais. Jean-François, merci beaucoup. Merci à toi. C'est vraiment un plaisir. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Pour ceux qui le savent, je pense que je sais pas si tu peux. Est-ce que tu souhaites annoncer ce qu'on souhaite faire en janvier? Oui. Teasing, comme ça. Voilà, puisque donc effectivement on fait partie d'un regroupement d'assaut de communauté Microsoft, donc qui s'appelle le MTG, donc le Microsoft Tech Group, et nous donc on fait partie du MTG Aix-en-Provence, qui avant s'appelait aussi l'Azure DevOps Aix-en-Provence. Donc c'est un meet-up, donc sur Meetup vous nous trouvez, et on essaie d'animer de temps en temps des sessions sur l'actualité ou sur des thématiques particulières sur les technos Microsoft. Et là effectivement, avec tout ce qui a été annoncé à Ignite, parce que si vous avez l'occasion, vous tapez Book of News Ignite, c'est un lien qui va vous amener vers tout ce qui a été annoncé à Ignite. On va organiser une petite table ronde où on va, comme on l'a fait là, sauf qu'on sera un peu plus nombreux, on va tchatcher sur des news, des annonces qui ont été faites lors du précédent Ignite. Ça permettra de donner nos avis et puis d'interagir avec ceux qui seront connectés, répondre éventuellement aux questions. Donc on prévoit ça pour le mois de janvier, certainement vers la fin janvier. Donc voilà, vous pouvez être informé, vous nous retrouvez, donc c'est le Meetup. Le Meetup, si vous allez sur Meetup, vous allez trouver Meetup Azure DevOps Aix-en-Provence. Et on sera là-dessus. Puis on vous donnera toutes les informations nécessaires, liens, dates, et puis lien d'inscription, comme ça vous pourrez nous rejoindre. Ce sera en détente avec nos chers amis du Sud. Ça va être intéressant. Voilà. Top. Écoute, merci beaucoup Jean-François. Merci à toi pour cette interview, et puis on se dit à la prochaine. Allez, à très pour bientôt, d'autres aventures. Ok. Voilà. Allez, et puis comme bientôt, on dit chez nous, bon boudin. C'est ça. Voilà. Ciao Jean-François. Allez, ciao, bye. Merci. Ciao.